Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Luna donne la parole à des femmes cabossées. Des femmes qui un jour ont désiré un enfant et ont dû faire face à une toute autre réalité que celle qu'elles s'étaient imaginée. Des femmes qui nous parlent de deuil périnatal, d'IMG, de stérilité non expliquée, de PMA, de prééclampsie, de syndrome Vacterl et de tant d'autres sujets encore. Des sujets trop silencieux et tabous. Ces femmes nous font intimement cheminer à leur côté, sur des itinéraires rugueux et souvent bien solitaires. Et puis, elles nous racontent comment elles ont réussi à se réinventer. Luna, c'est aussi le regard de professionnels qui informent et donnent des repères. Luna, c'est vous, c'est nous, c'est votre amie, votre voisine, votre sœur, votre collègue de travail. C'est une communauté de femmes qui s'unissent pour s'accompagner et être plus fortes ensemble. Avec Luna, nous en sommes convaincus. Il faut libérer la parole. Bonne écoute. Voici l'histoire de Margot. J'ai commencé à avoir des contractions douloureuses, parce que des contractions, j'en ai eu toute ma grossesse, beaucoup, et j'en ai eu beaucoup le week-end juste avant d'aller à la maternité, plus que d'habitude. Je réalise pas tout de suite que en fait c'est le travail qui commence, et puis au bout d'un moment où vraiment ça s'arrête pas, où c'est de plus en plus fréquent, je me dis en fait ça doit être ça, parce que moi je pensais que comme c'était déclenché et qu'on m'avait dit mercredi matin, j'y allais mercredi matin et puis tout allait se passer à partir de là. On chronomètre, on se rend compte que c'est de plus en plus souvent. Et donc au bout d'un moment, j'appelle la maternité, je leur explique, elle m'a dit « Ah non mais venez tout de suite, vous allez pas commencer le travail toute seule chez vous, il faut que vous soyez ici. » Donc on y va avec mon mari, j'arrive à la maternité vers 18h30, donc là je monte dans ma chambre, on pose nos affaires et elle me propose soit de laisser passer un peu de temps avec les contractions dans la chambre, de dîner, etc. et de redescendre un peu plus tard quand le travail sera un peu plus avancé en salle d'accouchement, soit de descendre tout de suite et d'avoir une péridurale assez rapidement. Ce qui, elle me dit, peut retarder le travail, puisque j'étais encore au tout début. Donc je lui dis non, on va descendre tout de suite. En fait, j'étais très... un peu en mode guerrière, quoi. Il faut que ce bébé sorte, et il faut qu'il sorte vite, et il faut que ça se passe bien. Parce que tout se passe mal, donc il faut que ça se passe bien. C'était pas un accouchement comme les autres, dans la joie et la bonne humeur. Alors déjà, dans un contexte normal, c'était pas envisageable pour moi de pas avoir de péridurale. En plus, je suis très douillette, donc... mais là, il était vraiment hors de question que je souffre pour cet accouchement-là. La prise en charge pour l'accouchement va être comme un accouchement classique, c'est-à-dire qu'on va accueillir la maman de la même façon. La seule chose, c'est qu'effectivement toutes les équipes seront prévenues, donc on essaye au maximum d'avoir le moins d'intervenants possible, c'est-à-dire une sage-femme, une auxiliaire de puériculture, le gynécologue obstétricien de garde et puis l'anesthésiste. Il y a des mamans qui vont avoir envie de plutôt sentir leurs contractions parce que ça leur permet de faire ce travail de deuil et puis même parfois d'accoucher sans péridurale, donc on respecte leur choix. Mais on leur propose en tout cas une péridurale précoce. Et une fois la péridurale posée, on commence le déclenchement. Là, on laisse vraiment les choses se faire, ce qui permet en fait à la maman, elle, pendant tout ce temps, et au papa également, de prendre conscience de ce qui se passe, de pouvoir exprimer leurs craintes, leurs peurs. Ils ont cette angoisse de voir un bébé qui n'est pas un bébé et où ils s'imaginent plein de représentations. Nous, on leur explique comment ça se passe pas après pas et qu'on prépare ensemble le moment où le bébé va naître, qui est le moment le plus important en tout cas pour le couple. Ok, je suis prête, on y va, on pousse, j'y vais.
J'ai le col qui se dilate bien, assez rapidement. Moi, je me dis, ouais, je suis trop forte. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une espèce de crise de panique. J'ai commencé à avoir super froid, à trembler, à être complètement paniquée. Et donc, je la rappelle, je lui dis, non, en fait, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Il faut que je reprenne mes esprits parce que là, je vais pas y arriver. Je suis pas sûre d'être capable ou d'avoir envie de voir mon bébé. Et je sais pas si physiquement je vais être capable de le regarder. Et donc là, elle me répond que malheureusement, elle a l'habitude, que ça lui est déjà arrivé plusieurs fois, et que elle saura. Et que si je veux, elle peut faire en sorte que je ne le vois pas tout de suite, et revenir me voir et me dire ce qu'elle en pense. Et que de toute façon, à tout moment, je peux changer d'avis. Le décider de le voir, pas de le voir, que elle fera des photos et que on verra à ce moment-là ce dont j'ai envie. Pierre essaye de me calmer, il me prend la main, il m'aide à respirer. Et au bout d'un moment, je me dis, ok, c'est bon, là, je me calme, on y va. Et ça commence. Et puis Timothée est sorti, donc elle l'a emmené tout de suite hors de la chambre. Là, je me suis effondrée. C'est là que j'ai décidé que j'avais besoin de le voir et de le prendre dans mes bras. Lui, il voulait pas voir le bébé. C'était trop dur. En tant que sage-femme, nous, on sort de la pièce avec le bébé parce qu'on estime que les parents nous ont fait confiance pendant tout le travail, donc on est les plus à même de prendre en charge leur bébé. C'est un nouveau-né comme tout nouveau-né, donc on l'accueille de la même façon, on fait exactement les mêmes soins, en tout cas sur le nouveau-né. C'est sûr qu'on prend peut-être plus de précautions, et puis c'est quelque chose qui nous touche, donc on est forcément plus ému par rapport à la situation. Les mamans se culpabilisent beaucoup, elles pensent qu'elles ont mal fait quelque chose, qu'elles n'ont pas réussi à mener une grossesse à terme, etc. Donc c'est vrai que c'est important qu'elles sachent qu'il y a des causes qui sont indépendantes d'elles, de leur corps, qui peuvent arriver, comme par exemple effectivement l'étranglement d'un cordon. C'était très visible sur le corps qu'il y avait plusieurs traces, donc au niveau du cou et du flanc, alors je sais plus si c'est droite ou gauche, mais en tout cas sur le côté. Donc je l'ai regardé dans ses bras. Et puis en fait, malgré moi presque, j'ai tendu les bras parce que c'était naturel, c'était instinctif à ce moment-là, c'était mon bébé et il fallait que je le prenne dans mes bras. Et donc là, je suis restée, je n'ai aucune idée du temps. Je sais pas si ça a duré 5 minutes ou une demi-heure. Pas plus d'une demi-heure en tout cas. Avec Timothée dans les bras et Pierre à côté de moi. Effectivement, il était très beau. Il ressemblait beaucoup à son père. Et donc tout ce moment où on est resté avec Timothée, on a beaucoup pleuré tous les deux. Je l'ai regardé, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'on l'aimait, je l'ai embrassé aussi. Il était dans un drap, donc je voyais pas ses pieds. J'ai pas pensé à enlever le drap. Enfin, j'étais un peu... de toute façon, à ce moment-là... Déjà, je pense qu'après un accouchement, on est un peu vidé, on sait plus où on est. Après un accouchement de son bébé décédé, on sait vraiment pas où on est, on sait vraiment pas de quoi on a besoin à ce moment-là. J'ai fait ce que je pouvais faire à ce moment-là. Est-ce que vous voulez encore un peu de temps avec Timothée ? Non, parce que si je lui rends pas là, je sais pas si je vais en être capable et je voulais plus m'accrocher à ce bébé qui était déjà plus là. J'étais épuisée et là j'ai pris un somnifère et j'ai dormi. C'est pas dans l'ordre des choses qu'un bébé meurt avant ses parents, avant ses grands-parents. Enfin, c'est pas la logique de la vie. Je crois que dans ces moments de drame, ce qu'on vit, ce que vivent les parents est tellement indicible qu'il n'y a aucun mot qui peut rendre compte de ce qu'ils vivent.
Et la chose la plus importante au monde pour eux, c'est ça, c'est ce bébé. Comment ça peut m'arriver à moi ? C'est le truc où on se dit, non mais ça n'arrive qu'aux autres. Comme gagner au loto. Bon, j'aurais préféré gagner au loto. Ce qui m'est arrivé, donc la mort fœtale in utero, c'est 1% des naissances. C'est vraiment... c'est pas censé arriver. Tous les examens étaient à chaque fois parfaits, dans les moyennes, les échographies parfaits. J'étais à 2 semaines de mon accouchement, tout était prêt, la chambre était prête, mon sac de maternité était prêt, le prénom était choisi depuis longtemps, on avait déjà reçu des cadeaux de naissance. Et tout d'un coup, tout s'arrête, en une phrase. Madame, je suis vraiment désolé. Il y a 1 an, aujourd'hui, jour pour jour, je suis allée à l'hôpital, à la maternité avec mon mari. J'étais enceinte de 8 mois et demi. Je leur ai dit, voilà, j'ai l'impression que je sens plus trop mon bébé bouger. Elle m'a dit, ok. Ok, installez-vous, on va vérifier tout ça, je vais vous faire une échographie. J'étais avec une sage-femme dans une chambre d'accouchement. Alors l'échographie marche pas, mais c'est peut-être la machine. On va changer de salle et je vais faire venir le gynéco et il nous dira. Je reviens tout de suite. Là, je commence à être inquiète. Je vais dans cette salle d'échographie avec le gynéco. Il me fait l'échographie. Et là, il fait une pause. Et il me dit, bon. Madame, je suis vraiment désolé. Votre bébé est décédé. Je suis vraiment désolé. Voilà, la vie s'arrête, la vie s'est arrêtée en fait. L'annonce de la mort d'un bébé in utero est vraiment un moment extrêmement difficile. Mais bien sûr, pour les parents, c'est la catastrophe. Mais pour les équipes, c'est extrêmement douloureux, difficile également. Souvent, c'est la sage-femme qui va constater la mort. En tant que sage-femme, on reste présente pendant l'échographie. C'est important pour déjà les parents, puisqu'on les a pris en charge avant, et puis on va les prendre en charge après. Et puis pour le médecin aussi, c'est tellement difficile à annoncer. Je pense que c'est un soutien aussi d'avoir une collègue à côté qui peut éventuellement reformuler si le couple comprend pas, c'est tellement violent que parfois ça arrive, ou juste prendre le relais parce qu'émotionnellement c'est trop difficile. Tant qu'on n'a pas été confronté, de toute façon, on n'est jamais prêt à vivre ce moment-là. On essaie de pas exprimer nos sentiments aussi, c'est tellement difficile pour eux qu'en plus ils doivent accepter nos émotions, c'est encore plus compliqué. Il est important que le médecin, parce que c'est le médecin qui va donc annoncer vraiment le diagnostic, le dise de la façon la moins traumatisante possible et avec des mots les moins traumatisants possibles. Parce que c'est ces mots-là qui vont rester, c'est ces premiers mots qui sont dits et la manière de le dire, son visage, qui vont rester gravés dans la tête des parents et qui vont faire que parfois ce travail de deuil va pas pouvoir se faire, cette élaboration va pas pouvoir se faire parce que les parents vont rester accrochés à ce moment traumatique. Et ça va revenir en boucle sans arrêt. En tant que sage-femme, on fait ce métier parce qu'on a envie d'aider les mamans, les papas à avoir un enfant qui est vivant et en bonne santé. Il n'y a pas de prise en charge idéale, de toute façon c'est une rencontre humaine. On fait un peu du mieux qu'on peut pour les aider dans ce moment-là. On est dans l'instant présent. C'est un sentiment qui est... Oui, j'arrive assez peu à le décrire, mais c'est ça, c'est cette... on tombe, moi j'ai ce sentiment d'être tombé dans le vide et ce sentiment de vide qui reste très présent puisque on avait ce bébé qui bougeait et qui allait arriver et tout d'un coup il n'y a plus rien. Et là on partage son corps avec son bébé mort, donc il y a aussi le sentiment d'être un peu ce cercueil vivant, enfin où la mort et la vie cohabitent tout d'un coup. Il s'agit d'un deuil dans le corps de la mère.
C'est la mère qui a abrité ce bébé. Parfois, il va mourir la plupart du temps d'ailleurs, il va mourir dans son corps. Et donc, ça transforme aussi son corps. D'ailleurs, elle va avoir après encore des sensations après la mort de son bébé, des sensations kinesthésiques. Elle a l'impression vraiment de le sentir bouger. Et donc, parfois, quand la douleur psychique est, indicible, irreprésentable, c'est le corps qui parle. C'est une perte qui est difficile parce qu'on perd quelqu'un qu'on aime plus que tout mais qu'on connaît pas. C'est difficile d'expliquer aussi aux autres ce deuil-là. Ça a été un des moments les plus durs, le retour chez moi, plus dur que d'accoucher, plus dur que l'annonce. C'était vraiment pour moi, c'était le pire, de sortir de la maternité sans couffin, sans bébé, de prendre le taxi, de rentrer chez moi et sans mon bébé. Et là, il faut que j'apprenne à vivre sans lui, et que tout ce que j'avais imaginé n'aura pas lieu. J'avais beaucoup imaginé Pierre avec son bébé dans les bras, créer toute cette relation avec lui que moi j'avais déjà un petit peu créée. Et là, c'est pas possible de faire ça. Donc lui, il a été dépossédé de ce moment où on devient père. J'allais volontairement dans cette chambre vide et je la regardais et je craquais. J'avais mal aux yeux en permanence tellement je pleurais. Donc c'est vraiment un sentiment de vide et de gâchis immense et beaucoup de tristesse. Parfois, on voudrait que les gens ne pleurent pas, mais oui, les larmes, c'est aussi une façon d'être encore avec son bébé quand on pleure. Là, ça a été vraiment très difficile de croiser des bébés et des femmes enceintes. Dès que je voyais une femme enceinte, je changeais de trottoir. Où j'avais envie de lui dire, à tout moment, vous pouvez perdre votre bébé. J'avais envie d'être méchante, en fait. J'avais envie Puis j'avais envie qu'elles perdent toutes leurs bébés, en fait. Et c'est horrible de se dire ça parce que moi, avant les annonces de grossesse, j'étais vraiment dans la joie pour l'autre. Et là, je n'avais plus du tout ça. Ça me rendait extrêmement malheureuse. Et j'en ai eu beaucoup. Des annonces de grossesse. Et chacune était plus dure que la précédente. Comment je vais faire quand ces bébés vont naître ? Ces bébés, je pourrais pas les voir. Tant que moi j'en aurais pas un autre, c'est pas possible. Et puis ça a été très difficile au début d'accepter et de me dire tous ces bébés vont exister et vont être là et vont aller bien alors que le mien n'est pas là et aurait dû être l'aîné de la bande, quoi. Cette colère, elle est extrêmement importante. Elle est à respecter également. La colère contre le monde entier, la colère contre les autres femmes enceintes, la colère contre son bébé, qui leur a pas permis d'être une maman, un papa comblé, et la colère contre soi, qui n'a pas réussi à mettre au monde un enfant vivant qui va bien. Et cette colère, elle est un peu un rempart contre le désespoir, parce que la colère, c'est encore quelque chose de vivant. C'est quelque chose aussi qui rend acteur la personne. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est triste comme je suis triste pour aller mieux ? Quelles sont les étapes à suivre ? J'étais vraiment dans un état d'esprit genre organisation. J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes à qui c'était arrivé et pour me sentir moins seule. Et surtout, j'avais besoin qu'elles me disent « on s'en sort » et voilà comment on s'en sort. Un outil thérapeutique, on peut dire une approche thérapeutique
extrêmement bénéfique, c'est le groupe de parole, hein, un groupe de parole de mères endeuillées. C'est un groupe qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui viennent depuis 1 an, il y en a d'autres qui vont venir 3 jours après la mort de leur bébé. C'est un groupe qui a lieu toutes les semaines, mais elles ne sont pas obligées d'y venir toutes les semaines. Pourquoi c'est important ces groupes? Parce que c'est une très bonne indication dans les traumatismes. Parce que lorsqu'il y a un traumatisme, et là c'est le cas exactement lorsqu'il y a une mort périnatale, si vous voulez, c'est comme si le psychisme était en fragments, complètement éclaté. Et le groupe, par les paroles des mères et aussi la contenance que vont apporter les thérapeutes, il va réunir tous ces fragments. Hein. Donc j'y vais. Je vois plein de mamans, les yeux rouges dans cette salle d'attente. Je me dis, bon, je dois être au bon endroit. Salut, tu viens pour le groupe de parole? Bah, tu vas voir, c'est un peu impressionnant au début, mais en vrai, ça se passe bien. Donc là, je suis un peu rassurée. Je suis bon, déjà, il y en a une qui m'adresse la parole. J'ai une copine. J'ai un peu envie de rire en rentrant parce qu'en fait, il y a des chaises en rond autour d'une table qui est vide, et sur la table il y a juste un paquet de mouchoirs, enfin une boîte de mouchoirs. Je me suis dit ça promet pour l'heure qu'on va passer. J'avais un peu l'impression d'être dans une réunion des alcooliques anonymes. Au départ, les mamans arrivent complètement défaites, en vrac, même physiquement ça se voit. Elles sont courbées, enfin, elles arrivent à peine à parler parfois, et parfois il n'y a pas de récit, c'est des mots, c'est des fragments de ce qui leur est arrivé, c'est des émotions, c'est des pleurs, ou des cris de colère, de désespoir. Et puis, il y a des mamans qui étaient là déjà depuis un certain temps, qui vont raconter leur histoire avec plus de fluidité, qui vont raconter justement. Il s'agit d'un récit. Et les autres les regardent et leur disent « Ah, mais dis donc, on peut comme ça parler de son bébé, j'aimerais bien un jour être comme toi. » Et bien, elle va être un jour comme elle, voilà. On pleure, on rit, on se comprend surtout. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, là, ça va me faire du bien. J'avais besoin de ça, et je suis pas seule. On sent très bien, comme ça, même physiquement, à la fin, par exemple, du premier groupe, comment les mamans qui sont venues pour la première fois vont déjà se redresser. Elles partent, enfin, c'est vraiment très, très étonnant. Donc, ce qui est important dans le groupe, c'est de pouvoir tout dire sans être jugé. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que souvent, autour d'elles, dans leur entourage, que ce soit familial ou amical ou professionnel, il y a toujours des remarques, des phrases assassines, hein, et elles sont obligées de faire attention à ce qu'elles vont dire la plupart du temps. Et que ce soit justement des choses presque inavouables parfois. Là, elles peuvent le dire. Elles peuvent raconter aussi des moments de folie, entre guillemets. Hein, et elles s'appellent d'ailleurs entre elles les folles normales. Parce qu'effectivement, elles font des choses qui peuvent paraître complètement décalées, aberrantes, mais qui, dans ces moments-là, sont complètement adaptées, je veux dire. Mais personne, en dehors d'elles, ne peut les comprendre, quoi. Et c'est aussi un groupe qui permet de garder la mémoire de tous les bébés. On connaît les prénoms, on les redit. Juliette, Eden, enfin des tas de Héloïse, enfin des tas de bébés, Timothée, voilà. Après, on va souvent déjeuner dans un petit resto juste à côté. Tu veux venir avec nous? Donc je demande au pharmacien, voilà, je voudrais quelque chose pour la perte des cheveux post-accouchement. Parce que dans les joies de la grossesse et du post-grossesse, on perd ses cheveux, hein, voilà. Enfin, ça peut arriver. Donc ça, c'est vraiment super. Donc le bébé est mort, et en plus on perd ses cheveux. Est-ce que vous allaitez votre bébé? Donc j'avais accouché depuis 2 semaines. Je lui dis très, très sèchement, je fais « Mon bébé est mort ». Et là, il me répond « Ah bah non, vous n'allaitez pas alors ». Incompréhension.
J'avais envie de rire. Et je dis bah non, j'arrête pas. Il dit bah non. Bah non. Bah non. Forcément non. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que rire à ce moment-là? Et donc on passe 3-4 heures à discuter, à parler de nos bébés, à parler de tout et de rien, à se raconter les anecdotes, les maladresses des gens autour de nous, à rire, à pleurer, et ça nous fait vraiment du bien. Il n'y a pas de tabou en fait entre nous. On est très libre et on vit les mêmes choses surtout. Le groupe de parole, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidée. Dès le lendemain de l'accouchement, je me suis dit ok, il faut que je retombe enceinte très vite. Il faut que je retombe enceinte très vite. Donc j'ai eu de la chance que ça marche aussi vite. Je suis la première de mes copines du groupe qui sont toutes enceintes aujourd'hui à être retombée enceinte. Et on a eu de la chance d'ailleurs parce que je suis tombée enceinte la veille d'une hospitalisation de Pierre pour une opération du dos. Donc, si j'étais pas tombée enceinte ce jour-là, ça nous aurait tout reculé de 2 mois. Parce qu'après, il était inutilisable. Rien n'a été laissé au hasard. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai tout fait pour que ça arrive et que ça arrive vite. Et j'ai fait le test de grossesse. Et là, il était positif. Et là, c'est compliqué. L'arrivée d'un autre bébé va aider ces femmes, ces couples à retourner du côté de la vie. En même temps, très vite, après ce grand bonheur d'être enceinte, et aussi parce qu'il y a aussi la crainte de ne jamais pouvoir être à nouveau enceinte, que le pouvoir de procréation soit atteint. Après ce moment de grande joie, en fait, il y a très vite une grande angoisse qui va complètement les submerger, une peur de ne pas réussir à nouveau. C'est vraiment un parcours du combattant. Je faisais des cauchemars, que je me réveillais dans des flaques de sang, que je perdais le bébé. Les 3 premiers mois, j'étais incapable de me dire que vraiment j'étais enceinte. J'avais besoin que personne ne s'en rende compte, puisque de toute façon, cette grossesse n'allait pas marcher. Et puis l'écho des 3 mois est arrivé, et ça se passait bien, le bébé était toujours là. J'ai eu du mal à me sentir comme une femme enceinte normale. Moi, tant que mon bébé sera pas dans mes bras en bonne santé, il y a un risque dans ma tête, même si tout se passe bien. Maintenant, tout va bien, tu étais contente, tu es enceinte, ton écho est bonne. Bon, ben non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est sûr que l'angoisse, elle va l'avoir jusqu'au bout. Et ce travail qu'elle n'avait peut-être pas pu faire du tout après la mort de l'enfant, ou qu'elle avait commencé dans certains cas, mais là, ça va se parfaire. Parfois, elle va se reprocher d'ailleurs, par exemple, de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir déclaré. Alors pour le déclarer, ça sera très bien parce que la loi est très intelligente, elle est rétroactive. Donc elles peuvent, beaucoup de couples vont déclarer leur bébé mort à la grossesse d'après. Donc ça c'est vraiment une possibilité de façon rétroactive jusqu'à 1993, qui correspond au premier texte sur les corps des bébés morts. Le fait que cet enfant soit inscrit quelque part, ça leur permet de pouvoir penser à d'autres choses de la vie, en étant bien sûr que de toute façon, il y a bien des traces, il a bien existé et on ne l'oubliera pas. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va pouvoir différencier les 2 grossesses et donner une place bien particulière à chacun des 2 bébés. On a décidé de l'appeler Simon, et à partir du moment où ça s'est vu, c'est la question est-ce que c'est votre premier ? Toutes les fois où j'ai répondu oui, c'est mon premier, après moi, je suis pas bien. C'est à moi que ça fait du mal, parce que je me dis, bah non, c'est pas mon premier, c'est mon 2e, et j'ai pas envie d'effacer le premier. C'est pas le même bébé, c'est un autre garçon, mais c'est
c'est pas le même. Et du coup, le fait pour moi de dire son prénom et de l'appeler par son prénom, ça a été aussi une manière de différencier ces deux bébés. Il y a Timothée et puis maintenant il y a Simon. La fin, c'est extrêmement long. Là, je suis à 8 mois, il m'en reste un. J'en peux plus. J'ai l'impression d'être enceinte depuis 2 ans. Et en plus, la fin de la grossesse arrive au moment de cet anniversaire des 1 an de la naissance de Timothée. Donc tout se superpose. Je sais que pour Pierre, c'est un peu plus compliqué maintenant aussi parce que lui aussi, il a besoin que ça se termine et que ça se termine bien. Et qu'on rentre chez nous avec notre bébé et que la vie de famille commence enfin. Alors il y en a beaucoup de dates anniversaires. Il y a la date de la conception de ce bébé qui est mort, il y a la date de l'annonce, il y a la date où il est mort, il y a la date de ses obsèques. C'est vraiment des moments extrêmement importants. Et on sait bien que les dates anniversaires, c'est ce qui permet aussi que les morts ne soient jamais vraiment morts. Et du coup, si elles savent qu'on n'a pas oublié, elles vont pouvoir penser à ce futur bébé aussi. Sinon, les mamans, elles sont obligées de penser tout le temps à lui pour qu'il ne soit pas oublié. D'ailleurs, 2 semaines après l'accouchement, donc le jour de mon terme, enfin qui aurait dû être le jour de mon terme, on a décidé avec Pierre d'organiser une soirée un peu, qu'on a appelé un peu une veillée pour Timothée. 60 personnes sont venues. En étant là, ils nous montraient non seulement qu'ils étaient là pour nous, mais qu'ils comprenaient que c'était important. Et que c'était pas... qu'il y avait une vraie perte, qu'il y avait un vrai deuil. Avant toute chose, ce qui me paraît fondamental, c'est de pouvoir être présent. D'être là, même quand on n'a rien à dire, quand on n'a pas de mots qui pourraient venir apaiser, mais simplement la présence, ne pas prendre la fuite. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus difficile, parce que il n'y a pas des gestes à faire, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de médiateur, c'est soi-même qui est face à la détresse de quelqu'un. Mais de rester, c'est extrêmement précieux. J'ai une de mes amies qui a chanté, ma mère a lu un texte qu'elle avait écrit, moi j'en ai lu un aussi que j'avais écrit. Ça m'a fait du bien de prendre la parole en public pour mon fils, pour dire quelques mots. Et voilà, c'était important d'avoir ce moment-là qui finalisait un peu les choses et qui me permettait de dire à tout le monde, en très peu de mots, ce que j'avais ressenti et ce que je ressentais, et de dire au revoir et de marquer le coup à ce moment-là, sans un enterrement, sans... J'ai pleuré et j'ai ri, encore une fois, c'est toujours ce mélange de ces deux émotions qui se sont tout le temps entremêlées depuis que j'ai accouché. Et moi, ça m'a fait énormément de bien, et à Pierre aussi, qui lui n'avait pas envie de faire ça au départ. Je pense qu'on a la chance d'être vraiment très bien entourés, et encore aujourd'hui, 1 an après, d'avoir des gens qui étaient vraiment là pour moi et qui m'ont permis d'être triste, qui m'ont permis d'en parler, qui m'ont permis de ressentir ce que je ressentais, et qui ont été tristes avec moi, qui m'ont comprise dans la mesure du possible, parce que c'est tellement difficile à comprendre, je pense, quand on l'a pas vécu, mais en tout cas qu'on essayé. Je sais que là-dessus, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je me souviens de la première fois où j'ai été de nouveau contente pour une annonce de grossesse. Et en fait, j'étais tellement heureuse d'être heureuse, parce que je retrouvais ce sentiment, j'avais l'impression de me retrouver moi, en fait. Petit à petit, on pleure de moins en moins, on rit de plus en plus. La tristesse devient plus douce, entre guillemets. Mon fils me manque. Dans notre famille, il manquera toujours Timothée. En même temps, je me dis qu'il m'a apporté des choses positives. Je me dis que voilà, je suis devenue plus douce,
dans le sens où plus empathique. Ça m'a apporté un détachement plus important avec les petits désagréments du quotidien. Je me dis que mon fils est avec moi quelque part. Ça me fait du bien en fait de l'associer à ce qui est positif, parce que sinon c'est trop triste. Sinon c'est juste un bébé qui est mort et c'est tout. Et donc moi j'ai besoin que ce soit plus. Et on peut pas parler que des naissances. Il faut aussi parler de la mort et la dédramatiser. Aujourd'hui, en tout cas 1 an après, je peux dire que je suis apaisée. Mais ça a été un cheminement. Vraiment.